pas. Non. J'aime le poulet qui fait. Si je peux zoomer facilement avec ça. Ah ouais, je peux zoomer. Tant bien. J'espère que le son sera bien. Salut! J'ai une nouvelle intro. Ça s'appelle Salut les petits loups. Ah ouais. Ça va? Attends, c'est la première fois que tu le dis ou pas? C'est la première fois que je le dis, ouais. Ça sera ma nouvelle intro. J'ai acheté une nouvelle coque. 2 €. Très cool. Très cool. C'est sponsorisé si vous voulez taper sur le lien en Je dessous. conseille pas d'acheter des coques Apple parce que la silicone que j'avais autour c'est enlevé au fur et à mesure. Pourtant je n'ai pas une utilisation non plus abusive. Donc cliquez sur le lien en dessous, coqueapple.com 10% de réduction / Victor Charpentier. slash rat. Bon, plus sérieusement, aujourd'hui on est à Bali. Je viens d'arriver à Bali il y a une semaine. Et là je loge chez la tante de Mika. Je suis là aussi pour passer du temps avec Mika. Pour ceux qui le savent, j'étais en Australie juste avant en PVT. Et aujourd'hui, on parle face cam pour vous parler un peu de ce que c'est de voyager en solo. Parce que maintenant, on en a un peu une expérience. L'année dernière, on était partis ensemble en Asie du Sud-Est. On s'était quitté au mois de juin. Et ça, au mois de juin, début du mois de juin. Mika partait de. Comment s'appelait la ville déjà? On était tous les deux à Ho Chi Minh. Non. On a la ville où on s'est quitté. Ouais, ouais, ok. on a pris. Moi j'ai acheté une moto à Ho Chi Minh et on a très difficilement parcouru 300 km pour aller dans la ville de Dalat, On avait mis la journée là. Vraiment. qui est au nord de Ho Chi Minh. Et c'était une grosse galère parce qu'on avait tous nos bagages. On avait 2 énormes sacs. On rentrait pas dans la petite moto. C'était un horrible voyage. Ouais, c'était Ça pas. a pris toute la journée, ça faisait super mal. Ouais. On était tous serrés sur la moto. Et à Dalat, on s'est séparés. Victor a pris l'avion pour Hanoï. Ouais, parce que moi et je moi, voulais. je suis remonté en moto. T'as fait toute la côte est. Ouais. Moi j'ai pris un avion directement pour Ho Chi Minh parce que je voulais rentrer Hanoï. Pardon, pour Hanoï. Parce que je voulais rentrer un peu plus tôt début juin. D'ailleurs, pourquoi est-ce que tu as acheté une moto? J'avais pour plan, j'avais depuis quelques mois envisagé en fait de parcourir le Vietnam du sud au nord. Parce que c'est une manière de voyager qui me plaisait et je voulais vraiment tenter l'expérience. C'est une expérience qui au final m'a beaucoup changé. J'ai pu être beaucoup plus proche des locaux que ce que je faisais avec Victor et Nora. Et c'était inoubliable. Je vais aller plus en détail dans la vidéo, mais dans les grandes lignes, c'est une expérience qui m'a changé. Par rapport, ça va aussi un intérêt économique d'acheter une moto au lieu de la louer. Parce qu'il faut savoir qu'au Vietnam, et c'est aussi le cas aussi en Thaïlande, le marché des motos est très fluide, beaucoup de liquidité, ce qui fait que vous pouvez aller voir n'importe quel garagiste, quasiment, et il vous proposera un prix de rachat. Pas forcément au prix où vous l'avez acheté, mais très peu en dessous, et vous allez sûrement gagner si vous restez sur du long terme. Pour 1 mois ou 2 mois, clairement, à partir de l'échelle du mois, ça vaut le coup d'acheter une moto. Il faut juste faire attention quand vous l'achetez peut-être à aller voir vite fait un mécanicien pour qu'il vérifie si c'est en bon état. Ouais, les coûts d'entretien ne sont pas énormes tant que la moto est en bon état. C'est assez vrai. Parce que moi j'ai eu
plein de fois j'ai dû aller faire réparer ma moto et à chaque fois ça m'a jamais coûté plus de 2 à 5 euros. Donc c'est vraiment top. Et faites gaffe à ne pas perdre votre carte, en gros il y a une carte associée à la moto, carte jaune. Carte bleue. Ouais. Carte jaune. Donc c'est les papiers de la moto qui certifient que c'est vous le propriétaire. Mais Indispensable à la revente, c'est pour ça que... c'est ce que je voulais dire plus tard, mais j'ai perdu des papiers. Je m'en suis rendu compte à la fin du voyage, parce que je les avais avant, et arrivé à Hanoï, quand on s'est retrouvé avec Victor, je cherche dans mes valises, et je ne retrouve pas mes papiers. Je voulais, en fait, pour revendre au Vietnam, il faut les papiers pour certifier qu'on est le proprio et que ça ne soit pas une moto volée. Donc j'ai pu quand même revendre ma moto au final, mais à un prix dérisoire. Tu sais ce que je vais faire? Je vais couper cette vidéo en plein, parce que je suis en train de j'ai tellement de trucs à raconter. Il va y en avoir pour 1 heure. Je vais faire 3 voire plus épisodes. Ah ouais. Parce que là on peut parler, je pense, même en profondeur du Vietnam. Il y a beaucoup de choses à dire. Et après on parlera du reste. Du coup pour poursuivre. Hello. Pour poursuivre, moi je suis parti du coup à Hanoï. Je suis resté une petite semaine avant de du coup louer une moto pour le mois. Moi j'ai juste loué. Et je suis parti dans le nord. Donc là vraiment on était seuls. C'était la première fois qu'on était seuls en réalité. Moi dans toute ma vie j'ai toujours voyagé avec à minima une personne. De un, j'avais souvent été en Europe et donc c'était quand même une sécurité supplémentaire parce que l'Europe, on le sait, c'est de un sécure et de deux c'est très proche de mon pays de naissance, la France. Alors que alors que voilà, clairement quand j'étais dans ma boucle, donc j'ai fait la boucle d'Asiang, mais beaucoup plus que ça, je suis parti de Hanoï jusqu'à la boucle d'Asiang, j'ai fait la boucle d'Asiang et je suis revenu par Da Long, où j'ai vraiment fait un énorme tour au nord du Vietnam. J'étais complètement seul et en termes de rapatriement, si je voulais partir, il me fallait à minima plus de 72 heures pour pouvoir rentrer chez moi et surtout des milliers d'euros parce que j'aurais dû réserver un avion à la dernière minute. Donc il n'y a pas le choix en fait, juste il faut assumer. S'il y a des galères, il faut assumer et spoil, il y en a eu. Il y en a eu. Je te laisse commencer avec voilà, petit chapitre, galère à moto. Faut savoir que la conduite en Asie est un peu plus bordélique qu'en Europe ou... Quoi? Non, pas un peu, les gars, c'est le jour et la nuit. Vraiment, c'est là le bordel. Oui, la plupart des gens ici peuvent obtenir un permis sans passer d'examen ou quoi. Ils peuvent juste l'acheter. Donc ça c'est une grosse différence, c'est-à-dire que les gens apprennent sur le tas et il n'y a pas vraiment de code de la route. Les gens respectent les feux rouges à peu près et la seule vraie règle c'est le plus gros qui gagne. C'est-à-dire un bus, un camion est prioritaire sur tous les autres. Clairement s'il y a un bus qui est en train de passer, vous ne pouvez pas le dépasser juste parce que vous avez la priorité à droite. Même plus que ça, moi, anecdote, à un moment j'étais sur une rue à 2 voies, une voie régionale, donc une voie où on allait quand même assez vite, 70-100 km/h. Et je double une voiture ou un camion, je me souviens plus exactement, mais en face de moi, sur la voie, en face, j'avais un camion qui arrivait à toute vitesse dans ma gueule. Et j'ai dû aller sur la bande d'arrêt d'urgence, sur la voie du coup complètement à gauche. Enfin pardon, excusez-moi, j'ai dit n'importe quoi. J'étais pas en train de doubler, j'étais sur ma voie à gauche et la voie inverse à droite, il y avait des voitures. Et en fait, il y a un camion qui a doublé une voiture de son côté, sauf que j'étais dans ma voie. Le mec s'est pas dit, oh il y a une moto en face, il s'est dit, vas-y, let's go, j'y vais. Le mec se débrouillera. Et j'ai dû finir sur la voie d'arrêt d'urgence en freinant comme un fou quoi. Donc ça m'a choqué. Je crois que ça nous est déjà arrivé que moi j'étais derrière toi ou toi tu étais derrière moi. Ça va. Je sais que c'était. je crois que c'était en Thaïlande. Ouais. Ah, et aussi, je reprends sur le permis. Du coup, les Européens, on n'a pas de permis moto, en tout cas pour la majorité. Et du coup, on a une traduction de notre permis pour le permis B. Mais c'est pas suffisant pour conduire. Malgré tout, vous pouvez apprendre sur les routes assez rapidement. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à apprendre à Koh Phangan et après, j'ai vite été jeté dans le Grand Bain
en étant sur les autoroutes à Chiang Mai. Ça m'a fait assez peur d'ailleurs les premières fois. Et en gros, si vous faites attraper par la police, vous risquez pas grand chose. Vous risquez une amende qui sera d'un montant d'une vingtaine d'euros. Donc c'est vraiment pas. Ça dépend. Il y a des endroits où ils confisquent la moto et ils te prennent tes papiers. Je ne veux pas vous faire peur parce que franchement, ça arrive. Il faut savoir où c'est. Il faut quand même savoir que c'est illégal de rouler sans permis. Voilà. Et surtout, vous allez être. Et vous êtes en tort, du coup. Ouais, vous allez être target. Genre, clairement, il y a des endroits à Chiang Mai, Mika, pour témoigner, il y a des barrages de police et ils visent tous les Européens. Quoi. Ouais. Vous êtes blanc, vous allez être arrêté, on va checker vos papiers. Ouais. Et vous payez. Donc il faut éviter ces endroits. Bangkok, il doit sûrement y en avoir aussi. Enfin, dans tous les dans lieux, les grandes villes et les lieux touristiques, dans les grandes villes, vous allez avoir ce genre de choses. Dans les campagnes, aucun risque. Quasiment aucun Au risque. Vietnam, par exemple, c'est surtout la côte est quand on sort de Ho Chi Minh. Je m'en rappelle plus, mais c'est des dunes de sable et c'est là où il y a le plus d'arrêts. En Thaïlande, il y a aussi Patong. C'est ça, c'est Patong? Non, Phuket, excusez-moi. Mais c'est la plage de Patong, ouais, à Phuket. Il y a énormément de police aussi. Ils contrôlent tout le monde. Voilà, parenthèse fermée sur le permis. On voulait parler des galères, mais on est parti sur le permis. Du coup, les accidents. Parce qu'il y en a eu. Ouais. Je vais commencer avec la mienne, du coup. Vas-y. Donc, en fait, le point que je voulais dire, c'est le bordel en Asie. Et les accidents, ça arrive relativement souvent. Mais pour la plupart du temps, c'est des accidents mineurs. C'est-à-dire deux motos rentrent l'une dans l'autre ou rentrent dans une voiture. Non, mineur, c'est tomber. On va dire. Moyen grave, c'est se prendre une moto. Ok. Ouais, mineur, c'est glisser quand tu fais un virage ou un jour de pluie ou dans la boue. Ouais. Les conditions qui sont propices à ça, c'est quand il a plu, donc le chaussée mouillé. Ou alors la pente, évidemment, le gravier. Et le pire de pire, ne roulez jamais sur de la terre mouillée. Sur de la terre, ça peut aller, et encore déjà ça glisse. Mais sur de la terre mouillée, sur de la boue, vous êtes sûr et certain de tomber. Sûr et certain, donc n'essayez même pas. Vous pouvez rouler à 5 km/h dessus, et encore, avec les pieds sur le côté. C'est pas possible de rouler sur ce genre de choses. Ouais, clairement. Et je vais donc arriver à mon accident. À un accident qui a été le plus grave pour moi pendant ce périple. J'en ai eu 2-3. Une où je me suis juste ramassé dans un virage sous la pluie. Et c'était en pente aussi. Donc je me suis traîné sur 10 mètres, je pense, à racler tout mon côté droit. Ma moto a pris cher, mais moi ça allait. Faut toujours rouler avec un casque. Ah oui, mais ça, c'est indispensable. Ça, les touristes, on en voit des touristes qui mettent pas de casque. C'est très important. C'est n'importe quoi. Toujours en avoir un solide et qui puisse te protéger, quoi. Et ensuite, donc, mon accident grave, c'était une personne qui traversait la route avec sa moto, qui voulait aller de l'autre côté. Et au lieu de traverser de manière continue, la personne s'est arrêtée au milieu de mon chemin. Moi, j'étais sur ma route en train de faire du 60 km/h environ. Et j'ai dû éviter cette personne pour ne pas rentrer dedans. Et j'ai réussi à l'éviter, mais en me ramassant sur une dizaine de mètres juste après. Sachez que 60 km/h, moi direct, je réalise ce que c'est. 60 km/h à moto, c'est rapide. Non. C'est vraiment rapide. Surtout en circulation, c'est. Enfin, je sais pas combien il y avait de circulation, mais c'est trop rapide. Vous roulez au maximum en circulation à 40. Là, c'était sur une petite route où il y a personne. En campagne, vous pouvez rouler à 60, 50, 60, 70. Au-delà de 70, il faut vraiment être sur une route où il n'y a aucune intersection, quoi. Parce que tu meurs, quoi, sinon tu prends quelqu'un. Et du coup, t'as cet accident. Et du coup, je suis tout seul dans un petit village. J'avais un long trajet à faire cette journée-là. Je devais partir de Quy Nhon, qui est une ville côtière près de Dalat, jusqu'à Hue, qui est une ville côtière un peu au milieu du Vietnam. Et j'avais 7 heures de route prévues par Google Maps, donc une dizaine
d'heures sur la route, en incluant les stops et des possibles retards. Et c'était... J'ai eu cet accident environ à 8-9 heures du matin, donc dès le début de mon trajet. Le premier truc que j'ai fait, c'est récupérer ma moto, me mettre sur le côté et voir l'état de mes blessures. J'étais sous le choc, j'étais sous adrénaline à fond. Et j'ai eu un petit... je saignais au niveau de mon coude. On peut voir encore la cicatrice 1 an après. Et j'ai un truc sur le genou aussi. Ah, on voit bien. Qui est là. Attends. C'est ça, ouais. On le voit bien, ouais. Non. Ouais. Donc, j'ai eu ces 2 blessures. Il y avait une pharmacie à 200 mètres. Déjà, la personne qui m'a bloqué a voulu m'aider un petit peu. Et quand je lui ai dit, est-ce que tu peux m'amener à la pharmacie ou à l'hôpital, elle n'a pas voulu parce qu'elle avait un autre truc à faire, donc elle est partie. Et j'étais devant un magasin et j'avais mes affaires en branle et ma moto avait pris cher aussi, donc je ne pouvais pas vraiment rouler. Et je leur ai demandé si je pouvais laisser mes affaires là pendant que je vais à la pharmacie. Ils ont dit qu'ils fermaient. Donc j'ai dû d'abord aller dans un garage, leur dire ok, ma moto est dans cet état, est-ce que vous pouvez la réparer? Et ils m'ont dit ok, et j'ai pu laisser mes affaires là-bas. Je suis allé à la pharmacie, ils m'ont donné 2 petits bandages. Ils m'ont juste mis du scotch et un truc pour mon coude, et pareil pour mon genou. Et ça a tenu littéralement 12 secondes. Donc ça a servi à rien. Je sors de la pharmacie, je reviens au garage. Et juste avant ça, je sais plus si c'est avant ou après, j'appelle Victor, la première personne que je notifie. Je lui dis, mec, j'ai eu un accident là, je sais pas quoi faire. J'ai encore pas mal de routes à faire. Est-ce que je m'arrête là dans un petit village paumé où il y a même pas d'hôtel, où je savais pas trop quoi faire, ou est-ce que je continue jusqu'à ma destination finale, qui était Houai, et il y avait encore 6 heures de route. Je sais plus ce que je te dis à ce moment-là, mais sûrement je te dis de t'arrêter, non? Non, tu m'as dit, t'as 2 options, soit tu continues de rouler, soit tu t'arrêtes, parce que sache que les prochains jours vont être difficiles, parce que tu seras tout ankylosé Exactement, ouais. et tu vas rien pouvoir faire pendant 3 jours. Quoi. Je dis ça parce que moi j'ai eu un accident 1 an avant en France. Je conduisais un vélo électrique que j'avais monté moi-même et qui était puissant, qui allait à 50 km/h, et je roulais sur le périphérique avec les voitures, donc je roulais sur le côté. Et un soir où pendant la pandémie, il y avait le couvre-feu, tout le monde était un peu excité, et j'avais une lampe mais pas assez de lumière pour me signaler, et une voiture m'est rentrée dedans. Et pareil, j'ai une petite cicatrice de cet accident. Et quand j'ai eu cet accident, en fait, une voiture à 50 km/h était venue me taper de côté. J'avais roulé pareil j'avais frotté le sol pendant 2 dizaines de mètres. Et j'avais été courbaturé pendant 1 semaine totalement. En fait, je pouvais très peu bouger mes muscles et je savais que ça allait être très compliqué de continuer le voyage pendant les jours suivants. Quoi. Ouais. Et du coup, je me confronte à ce choix-là. Est-ce que je reste là au milieu de nulle part ou est-ce que je continue? Et je me dis, go. Et je roule toute la journée avec cette adrénaline dans mon sang. Je suis super focus, j'arrive à rouler le plus possible que cette journée-là. Mais à la tombée de la nuit, Google Maps n'arrivait pas à m'afficher le chemin. En fait, il y avait un chemin, le chemin qui montrait, c'était une autoroute. Et une autoroute interdite pour les motos de moins de 150 cc, je crois. Et moi j'avais une 110. Au Vietnam, il y a beaucoup d'autoroutes qui sont interdites aux motos. Et du coup, je savais pas où aller. Je m'arrête sur le bord d'un chemin, dans un café. Les cafés sont très en vogue au Vietnam, il y en a partout et le café est excellent. Donc je m'arrête pour boire mon petit café. Et je... Attends, comment ça s'appelle? Comment on dit café Ah oui, on dit café. Ouais, comment on dit café, lait? ouais.
C'est le café avec du blé là. Attends. Non, je me souviens pas. Bon, je prenais tout le temps ça. Du café glacé avec du lait là, excellent. Et je demande du coup à la personne qui me servait par où je devais passer pour aller à Rueil, qui était encore à 2 heures de route. Et elle me dit il y a un chemin qui longe la côte, qui est le Haivan Pass, qui est très connu des motoristes, Tu veux dire quoi? motoristes, des gens qui font de la moto, Des gens à moto. des gens à moto, qui parcourent au Vietnam. C'est assez connu parce que ça longe la mer et en fait c'est un chemin sinueux qui est juste, qui a des paysages magnifiques. Mais elle me dit, le soir par contre, c'est les camions qui empruntent cette route et ils vont à toute vitesse. Et c'est vraiment pas recommandé pour d'y passer parce que un léger accident et tu te retrouves il y a une falaise en fait le long de la route et tu tombes, tu meurs. Clairement. Surtout c'est la nuit. Enfin, en gros, il y a vraiment des. Pour prendre la moto, pour décider de si tu dois prendre la moto, il y a vraiment plusieurs choses à prendre en compte. Déjà ton niveau, si tu es inexpérimenté ou si tu as conduit des milliers de kilomètres. Et bah voilà, comme je disais tout à l'heure, si la chaussée est mouillée, s'il y a de la circulation, s'il y a des virages, si c'est de la nuit, franchement, si c'est la nuit, tu as très peu de visibilité. Genre, c'est hyper dangereux de conduire la nuit, tu dépasses pas 40 parce que avec tes phares, tu vois pas plus. Et les Asiatiques utilisent les pleins phares tout le temps. Tout le temps. Alors, deux choses. De un, vous avez potentiellement des insectes dans les airs. Donc, ça veut dire qu'au-delà de 40, vous allez vous prendre des trucs dans les yeux. Enfin, genre, un insecte dans les yeux à 40 km/h, ça fait mal. Donc, moi, ce que je faisais, c'est que je mettais ma visière. Mais comme vous avez les feux en plein phare, la visière fait qu'il y a de la diffraction. Et vous avez de la lumière partout. Et vous êtes ébloui. Vous voyez presque rien. Donc, c'est quasiment impossible en circulation sur des longues routes de conduire la nuit, quoi. Vous pouvez le faire si, comme il n'y a pas vraiment de monde souvent qui conduisent, sur des routes où il n'y a personne, ça va parce que il n'y a que vous. Et encore que là, vous ne voyez pas les nids de poules. Si vous roulez à plus de 50 et vous prenez un nid de poule, vous risquez de tomber. Ouais. Donc voilà. J'ai conseillé évidemment de conduire la nuit. Je l'ai fait dans des cas d'urgence. Mais aussi. C'est pas recommandé. C'est pas recommandé. Je crois que c'est mon expérience la plus dangereuse au Vietnam. C'est conduire la nuit dans un sorte de 4 voies. Mais j'y reviendrai, je vais juste finir mon histoire là. Donc elle me disait c'est impossible de passer par là la nuit, c'est vraiment pas recommandé. Et je lui demande où est-ce que je peux rester cette nuit pour... j'avais pas le choix, je devais m'arrêter là. Et regarde dans la petite maison qui est juste à côté, il y avait son oncle. Et l'oncle lui disait laisse-le dormir ici s'il veut. Et au final, ça a été une de mes, sinon la meilleure expérience que j'ai eue au Vietnam. C'est cette famille qui m'a accueilli pendant quelques jours, parce que oui, j'étais ankylosé au final pendant 2 jours où je pouvais rien faire, je pouvais juste rester assis toute la journée à cause des courbatures de l'accident. Et cette famille vietnamienne qui parlait pas du tout anglais m'a accueilli de manière tellement chaleureuse. Alors qu'on ne pouvait pas vraiment communiquer à part avec Google Translate. Et c'était franchement incroyable l'expérience. Et du coup, tu me disais pendant les repas, juste le fait de sourire, c'était votre communication, quoi. Ouais. Il m'avait appris comment dire c'est bon. Et je disais c'est bon à tout et on passait des moments où tout le monde rigolait et on ne comprenait pas forcément ce qu'on disait. C'était super. T'es resté combien de temps? Je suis resté 2 jours au final là-bas. Et j'y suis revenu, en fait j'avais fait une boucle, parce que c'est une zone où tu peux faire une boucle en moto, où tu passes par les terres et tu reviens par la mer. Et du coup je suis revenu une 2e fois pour leur faire une surprise et je suis resté une nuit de plus là-bas. Et c'est ta première rencontre vraiment avec les locaux? Parce que en fait on venait d'être seul. C'est-à-dire que
Moi je pense évidemment que les locaux ils nous auraient pas forcément accueillis si on était deux ou trois. Vous imaginez bien que c'est pas la même chose d'accueillir deux ou trois personnes. Une ou deux ou trois personnes. Et trop bien quoi. Moi j'ai eu pareil.